Et incidemment, dans tous les partis politiques actuellement qui concourent pour les voix, pour les discussions qu'on a eues, il y a à peu près personne qui a une idée claire de la situation en tête et personne qui a un plan clair pour y faire face. Faut savoir qu'un parti politique, c'est une éponge à idées, c'est pas un créateur d'idées. Dans cet entretien sidérant, Alain Bauer étrille Emmanuel Macron avec une violence froide et méthodique. En quelques phrases, il accuse le président d'arrogance, de suffisance et d'erreurs politiques majeures, allant jusqu'à qualifier sa réforme des retraites de « plus grande stupidité commise par un président ». Ici, Bauer ne critique pas, il décapite. Et en fait, quand vous regardez ce qui se passe en Europe, en 2005, la production de gaz de la mer du Nord, où là c'était facile de poser des tuyaux pour alimenter l'Europe, est passée par un pic géologique, il n'y a plus assez de gaz, voilà. Depuis, ça décline, et comme par hasard, la consommation de gaz en Europe, qui augmentait très rapidement jusqu'en 2005, en 2005, instantanément, elle s'arrête d'augmenter. Et à partir de 2010, elle se met à décliner. Parce que vous ne compensez, quand dans une zone régionalement, vous avez la production de gaz qui décline, vous ne compensez pas un pour un par des importations pour pouvoir continuer à augmenter la consommation de gaz. Donc ce qui se passe depuis cette époque, c'est que les importations sont à peu près constantes, la production continue de décliner, et donc la consommation de gaz décline de manière subie en Europe. Même si on n'avait pas de programme pour remplacer les chaudières à gaz par autre chose, etc., ça déclinerait quand même. Donc on a mené, il y a maintenant quelques années, un travail sur les perspectives d'approvisionnement pétrolier de l'Europe sous seule contrainte géologique. Donc admettons qu'on devienne tous trumpistes en France, qu'on dise le changement climatique, c'est un canular, ça n'existe pas, Jean Covici est une arsouille, du reste c'est ce qu'a dit Trump, je suis très fier. Il ne l'a pas dit comme ça, mais c'est ce qu'il a dit. Il a dit l'empreinte carbone, ça a été inventé par des gens malveillants, et c'est une arnaque intellectuelle. Donc c'est classe, avouez que le président américain fasse ma pub. C'est quand même l'accomplissement de ma vie. Donc, l'idée, nous, c'est qu'on ne se met pas en porte-à-faux avec les constats scientifiques et on s'appuie sur l'expertise. Donc, pour le travail qu'on a fait sur l'approvisionnement pétrolier, on a demandé à des pétroliers de nous dire qu'est-ce qu'ils pensaient qu'on pourrait avoir comme hydrocarbures au maximum, même si on se contrefichait du climat. C'est-à-dire, même si on se contrefiche du climat, le pétrole étant épuisable, mais entre 50 et 300 millions d'années pour se former, à un moment, il y en a moins. Et la question, c'est est-ce qu'on peut avoir une idée de ce qui va se passer plus tard sur la seule base des inventaires disponibles aujourd'hui des ressources restantes. Et donc, je vous en parlerai un tout petit peu parce que c'est quelque chose qui nous est propre dans le monde environnemental qui s'intéresse au climat. On est les seuls à avoir cette double casquette où on regarde à l'aval, c'est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre, mais on regarde aussi à l'amont, c'est-à-dire ce qui permet d'émettre des gaz à effet de serre. Si vous n'avez plus de pétrole à brûler, le CO2 qui sort du pot d'échappement de votre voiture, c'est nécessairement du pétrole qui est rentré dans le réservoir. Pas de pétrole, pas de CO2. Donc, on regarde cet aspect-là aussi, et encore une fois, là, on a une particularité. Sur ce deuxième aspect, justement, le constat qu'on fait, et après je vous dirai comment on y est arrivé, le constat qu'on fait, nous, c'est que même si on se contrefichait du climat en Europe, nous sommes de toute façon déjà dans une décrue énergétique subie. Quand vous regardez l'approvisionnement énergétique en Europe, il reste constitué à 75% d'énergie fossile. Et quand vous regardez du reste l'énergie qui permet à la France de vivre comme elle vit aujourd'hui, si vous additionnez ce qu'on produit entre guillemets en France, c'est-à-dire l'électricité, la biomasse et les dérivés de la biomasse, biogaz, biocarburants, etc. Si vous additionnez ça, plus les combustibles fossiles importés, plus l'énergie grise contenue dans les biens et services importés, d'accord, donc ce qui a servi à fabriquer les gourdes que vous avez là, vos vêtements, vos chaussures, etc., vos voitures, les canapés chez vous, etc., eh bien, en fait, 80% de cette énergie est fossile. C'est-à-dire, en fait, le mode de vie français est alimenté à 80% par des énergies fossiles. Si j'ajoute ce qui est contenu dans les biens et services importés, ce qu'on importe directement sous forme d'énergie et ce qu'on produit en France. D'accord, donc on est aussi carboné que les autres, à peu de choses près. Un peu moins à cause de la production électrique décarbonée française, mais pas 3 fois moins. D'accord, c'est bon. Cette énergie fossile, donc en Europe, on est déjà sur une baisse subie. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que vous avez 3 énergies fossiles. Le charbon c'est un pondéreux solide. Donc là, on va revenir à la physique de base. Donc ça pèse lourd par unité d'énergie et c'est solide. Donc la logistique du charbon est compliquée.
quand vous regardez historiquement où s'utilise le charbon, il s'utilise pour l'essentiel sur le carreau de la mine. Et quand il ne s'utilise pas sur le carreau de la mine, il s'utilise pas loin. Donc on a construit les centrales électriques à charbon à côté des mines de charbon. En général, c'est comme ça qu'on a fait. Et quand il y avait une distance entre les deux, c'était une voie de chemin de fer dédiée. Une des raisons pour lesquelles il y a plus de fret ferroviaire aux États-Unis qu'en Europe, c'est notamment parce qu'ils transportent du charbon par train. C'est un excellent fret ferroviaire. Ou bien vous avez une mine en Bordeaux, des vraquiers et une centrale électrique en Bordeaux. Mais si vous n'avez pas un mode lourd de transport, vous ne transportez pas le charbon, vous le transportez en particulier pas par camion sur des grandes distances. Ça n'existe pas, le transport parce que c'est un pondéreux solide. En Europe, la production de charbon a commencé à décliner dans les années 80. La production, hein. En 1980, tout le monde se contrefoutait du changement climatique, à part Keeling qui mesurait son CO2 sur un volcan à Hawaï. Mais sinon, ça n'existait pas, quoi, dans le débat public. Donc c'est pour des pures contraintes géologiques. Et vous vous rappelez que Charbonnage de France a fermé la dernière mine en France au début des années 2000. Enfin, pour ceux qui ont des cheveux gris dans cette salle, vous vous en rappelez, ou pas de cheveux du tout, ce qui est une variante, ou les deux à la fois. Vous vous rappelez qu'au début des années 2000, donc on a le job du patron de Charbonnage de France. En France, c'était très sympa, c'était fermer des mines les unes derrière les autres et de se prendre des grèves de mineurs. C'est très sympa comme job. Donc il y a de moins en moins de charbon en Europe produit et la consommation de charbon en Europe décline depuis le début des années 80. Rien à voir avec le climat, strictement rien à voir avec le climat. Maintenant, je vais remonter un peu le gaz. On consomme également du gaz en Europe. Le gaz est gazeux, ça ne nous aura pas échappé. Et la quantité d'énergie que vous avez dans 1 mètre cube de gaz à température et pression ordinaire est 1000 fois plus faible que la quantité d'énergie que vous avez dans 1 mètre cube de pétrole à température et pression ordinaire, parce que le gaz est gazeux et le pétrole est liquide, donc considérablement plus dense énergétiquement. Ce qui veut dire que le gaz, c'est facile de le transporter sur une grande distance quand vous êtes capable de poser un tuyau entre le producteur et le consommateur. Sinon, c'est pas facile du tout. La liquéfaction du gaz vous emmène à moins 170 degrés Celsius. C'est très énergivore. La cryogénie, c'est très énergivore. Donc le GNL, ça demande des infrastructures très lourdes et vous avez des déperditions énergétiques en cours de route qui sont loin d'être marginales. Donc ça ne fera jamais 100% du transport du gaz dans le monde. Et en fait, quand vous regardez ce qui se passe en Europe, en 2005, la production de gaz de la mer du Nord, où là c'était facile de poser des tuyaux pour alimenter l'Europe, est passée par un pic géologique, hein, il n'y a plus assez de gaz, voilà. Depuis, ça décline, et comme par hasard, la consommation de gaz en Europe, qui augmentait très rapidement jusqu'en 2005, en 2005, instantanément, elle s'arrête d'augmenter. Et à partir de 2010, elle se met à décliner. Parce que vous ne compensez, quand dans une zone régionalement, vous avez la production de gaz qui décline, vous ne compensez pas 1 pour 1 par des importations pour pouvoir continuer à augmenter la consommation de gaz. Donc ce qui se passe depuis cette époque, c'est que les importations sont à peu près constantes, la production continue de décliner et donc la consommation de gaz décline de manière subie en Europe. Même si on n'avait pas de programme pour remplacer les chaudières à gaz par autre chose, etc., ça déclinerait quand même. D'accord ? Il n'y a pas de, c'est en train d'être fait de manière subie. Et enfin, en ce qui concerne le pétrole, la production mondiale de pétrole conventionnelle, donc tout ce qui n'est pas le shale oil américain et les sables bitumineux du Canada, est passé par un pic en 2008. Ça a été documenté par l'Agence internationale de l'énergie dans un rapport qui est sorti en 2018. De temps en temps, l'Agence internationale de l'énergie sort un rapport sur le pétrole. Alors, c'est des jésuites complets, l'AIE. Donc, pour bien comprendre ce qu'ils veulent dire, il faut bien surveiller la différence entre les conditionnels et les autres mots et bien lire les notes de bas de page. Si vous ne faites pas ça, vous ne comprenez pas ce qu'il y a dans un rapport de l'AIE. C'est vraiment dit pour que les gens qui connaissent bien y retrouvent leurs petits et que les autres n'y comprennent rien. C'est vraiment fait pour ça. Pourquoi ? Parce que l'Agence internationale de l'énergie, comme vous ne le savez peut-être pas, c'est le cartel des consommateurs. C'est une agence qui a été créée pour assurer la sécurité d'approvisionnement des importateurs en réponse à la création de l'OPEP. Donc c'est des gens qui sont tétanisés à l'idée qu'on puisse manquer. Donc c'est sûrement pas eux qui vont vous dire « Attention, la production de pétrole est obligée de décliner pour des raisons géologiques un jour, et donc on aura du manque. » Ils sont intellectuellement incapables de dire ça. Voilà. Donc de temps en temps, il y a des petites échappées à droite à gauche, là, il y a des petits bouts qui échappent au contrôle, mais globalement, leur discours, c'est d'être complètement centré sur la sécurité d'approvisionnement. Et donc tout ce que l'Agence internationale de l'énergie raconte sur le pétrole, quand vous allez bien regarder, l'essentiel du temps, c'est ils s'intéressent à la demande et ils prolongent la demande. Donc en gros, ils disent on a des envies et elles seront satisfaites. Voilà, c'est en gros ça le discours de l'AIE.
Il n'empêche que de temps en temps, ils sortent quand même une alerte. Et là, il y a pas longtemps, ils ont sorti une alerte sur le taux de déclin naturel des gisements déjà en exploitation, qui aujourd'hui décline de 8 à 10% par an. Donc, on est sur le tapis, vous savez, on court contre le tapis roulant, là. Et donc, si on n'investit pas massivement entre 500 et 1000 milliards de dollars tous les ans, rien que pour maintenir la production actuellement, la production ne se maintient pas. Et l'analyse qu'on a faite au Ship Project, quand on regarde les 16 premiers fournisseurs de l'Europe, qui sont par ailleurs les 16 premiers producteurs mondiaux de pétrole, hors Brésil et Canada, la projection qu'on fait nous, alors pour ça, on a utilisé une base de données de l'ensemble des gisements dans le monde, qui est une base de données qui n'est pas publique. Et du reste, l'ensemble du débat sur l'approvisionnement en hydrocarbures se base sur des données qui sont privées, à la différence du débat sur le climat qui se base sur des données publiques. Dans le domaine du climat, c'est que le monde de la recherche qui publie, donc tout est public, tout est sur la table. Donc M. Trump, s'il a quelques cachets d'aspirine sous la main et qu'il change un peu d'avis, il se farcit un rapport du GIEC, c'est public, tout est sur la table. Rien n'est caché. En ce qui concerne les ressources géologiques, tout est privé. Il n'y a pas une information publique. Les informations publiques sont non fiables. Il n'y a que l'opérateur minier qui sait combien il reste éventuellement dans sa mine. Et il n'a aucune obligation whatsoever de publier ça. Aucune. Il n'y a que l'opérateur d'un gisement pétrolier qui sait combien il reste de pétrole dans son gisement. Et quand je dis il n'y a que lui qui le sait, en fait, même lui a une approche probabilistique. C'est-à-dire, même lui ne sait pas exactement. D'accord ? Il saura exactement combien de pétrole il a fait sortir le jour où il cimente le puits en disant « j'abandonne ». Il n'y a que ce jour-là qui sait. Avant, il ne sait pas. Donc, c'est sur base de données privées. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a accédé à une de ces bases de données qu'on a fait retraiter par l'ancien patron de l'exploration à Total et l'ancien patron de l'évaluation des gisements à Total. Et ces deux personnes-là nous ont dit sur la base des informations qui sont dans la base de données, là, qui sont des bases de données privées, encore une fois, qui ont été constituées pour que les pétroliers sachent ce que font leurs petits copains. C'est à ça qu'elles servent, ces bases de données. Et l'abonnement typique, c'est 100 000 $ ou 200 000 $ par an. Enfin, l'abonnement de base. Ils nous ont dit, pour les 16 premiers fournisseurs de l'Europe, sous seule contrainte géologique, leur production est divisée par 2 d'ici à 2050. Alors, si la production est divisée par 2 d'ici à 2050, ça veut dire que leurs exportations seront divisées par n'importe quoi entre 2 et 50. Parce que, bien évidemment, les premiers à se servir quand la production baisse, c'est la population domestique. Quand vous regardez tous les pays qui sont déjà passés par leur pic de production, prenons l'exemple du Mexique, qui est passé par son pic en 2005, eh bien en 2005, il exportait la moitié de sa production, en 2020, plus rien. Et vous prenez d'autres pays qui sont passés par leur pic, il y en a beaucoup maintenant, hein, l'Égypte, l'Indonésie, le Venezuela, etc. En fait, vous regardez au moment 15 ans, 20 ans après le pic, en général, ils n'exportent plus rien. L'Afrique est passée par son pic en 2009, et d'ici 10-15 ans, si les courbes continuent, la consommation africaine et la production africaine sur leur tendance actuelle, d'ici 10-15 ans, ils n'exporteront plus rien. Donc, alors c'est pas exactement comme ça que ça va se passer, mais ça va quand même baisser. Donc ça veut dire qu'en ce qui concerne le pétrole également, l'Europe importe 97% de son pétrole, la France 99%. Donc, dit autrement, on a intérêt à avoir des idées, parce que du pétrole, on n'en a pas, c'est clair. Et donc, ça va continuer. Donc, ce que je suis en train de vous dire là, c'est quelque chose qui est assez central dans la façon dont Ship Project aborde les problèmes. C'est que nous pensons que même si on ne le veut pas, la décarbonation est en route chez nous. Et alors, pour finir cette introduction, il y a maintenant deux voies. Enfin, il y a deux voies. La première, c'est de gérer la décarbonation. C'est très clair que c'est gérer une décrue de la consommation matérielle pour partie. C'est extrêmement clair que c'est ça. Mais c'est le gérer. Ça veut dire qu'on choisit on hiérarchise, on planifie, on choisit ce qu'on garde, on choisit ce qu'on garde pas. Et il faut mettre en place des processus dans lesquels, collectivement, on est à peu près d'accord sur ce qu'on garde et ce qu'on garde pas, et la façon dont on répartit ce qu'on garde. C'est très clair, hein. Il y a un terme, j'aime pas trop, mais quand même, je vais vous le sortir, qui s'appelle la justice sociale. C'est en fait le sentiment d'équité, c'est-à-dire que chacun se dise, pardon pour l'expression, je suis pas le baiser de l'affaire. Et une bonne manière d'y arriver, c'est des processus délibératifs de type convention citoyenne, parce qu'en fait, on se rend compte que quand les gens sont mis en situation de responsabilité, ils deviennent plus collectifs, ils deviennent plus courageux que ce qu'ils auraient accepté individuellement. Donc, c'est un bon système. Donc, il y a ce sujet-là. Et si on ne le gère pas, il va continuer à se passer ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire un sentiment de désarroi d'une fraction croissante de la population
qui mènera à un moment ou à un autre à ce que le système politique actuel disjoncte. Voilà, c'est juste une question de temps. Et on en voit déjà les prémices. Donc, avec perte de confiance dans les institutions, c'est plus grave que juste un parti donné qui accède au pouvoir. C'est quelque chose qui est plus large. Et incidemment, dans tous les partis politiques actuellement qui concourent pour les voix, pour les discussions qu'on a eues, il y a à peu près personne qui a une idée claire de la situation en tête et personne qui a un plan clair pour y faire face. Faut savoir qu'un parti politique, c'est une éponge à idées, c'est pas un créateur d'idées. Ça crée rien comme idée, un parti politique. C'est une machine pour s'emparer du pouvoir, un parti politique. C'est absolument pas un think tank. Donc il faut surtout pas compter sur les partis politiques pour faire le job d'une université ou d'un think tank. C'est pas leur job. Ils ne sont pas faits pour ça. C'est des éponges à idées. Ils s'emparent de ce qui flotte dans l'air et ils essayent d'en faire leur miel. C'est pour ça que c'est important d'être dans l'air, c'est-à-dire dans la société civile. Non, mais c'est pour ça que c'est important. Voilà un peu ce qu'on essaye de faire, au Shift Project. Donc je résume. On a d'un côté à l'aval un réchauffement climatique sur lequel chacun doit prendre sa part, parce que si on attend que les autres font, on attend quelque chose qui n'arrivera pas. Et à l'amont, de toute façon, une contrainte qui est déjà à l'œuvre et qui nous force à agir de façon égoïste, quand bien même Trump et Xi Jinping diraient le changement climatique, on s'en fout, ce qui pour l'un des deux est parfaitement le cas. Ça ne change strictement rien à la contrainte amont en ce qui nous concerne. Rien. Absolument rien. Donc on a de toute façon, nous, un intérêt égoïste à agir, quoi que fassent les autres. Voilà, c'est ça qu'il faut qu'on se dise. Et c'est sur cette base-là que nous travaillons au Shift Project. Tout ce qu'on fait est public, puisqu'on est une association d'intérêt général. Vous avez sur le site du Shift Project la totalité de la production. Dans ce passage, Alain Bauer ne se contente pas de commenter l'actualité, il démolit le macronisme à la racine. Sa charge est d'autant plus implacable qu'elle vient d'une figure reconnue de la criminologie, habituée au diagnostic rigoureux et au constat froid. Pour lui, Emmanuel Macron incarne un pouvoir devenu illisible, imprévisible, déconnecté, obsédé par son image mais incapable d'établir un diagnostic partagé avec la population. Bauer décrit un président qui, selon lui, a rejeté par orgueil la seule réforme cohérente du système des retraites, celle à pointe simplement parce qu'elle n'était pas de lui. Il accuse Macron d'avoir fracturé le pays en imposant une réforme brutale, inutilement conflictuelle, qui a mis la France à feu et à sang. Dans sa bouche, ce n'est pas un débat technique, c'est l'acte d'accusation d'un chef d'État prisonnier de son ego. Il va plus loin, il dépeint une France affaiblie par l'inconséquence de ses dirigeants, minée par l'arrogance politique, frappée par la violence quotidienne, et plongée dans une crise de confiance profonde. Il parle d'un pays où la peur de l'agression, peur de la violence, peur du chaos est devenue une réalité presque structurelle, et où les dirigeants ne répondent plus aux angoisses des citoyens, mais les aggravent par des décisions mal conçues et mal expliquées. Selon Bauer, la France souffre d'une classe politique qui refuse le débat réel, qui empile les injonctions contradictoires, qui impose des transitions intenables sans accompagnement et qui méprise les contraintes quotidiennes des gens. Il accuse les élites françaises d'avoir abandonné l'art du diagnostic, préférant l'improvisation permanente, le vent politique, les revirements successifs, une gouvernance incapable de stabilité. Et au cœur de cette crise, il place Emmanuel Macron, un président affaibli, isolé, confronté à un gouvernement qu'il présente comme le plus faible de la République. Bauer ne dit jamais que Macron doit partir, mais il décrit un pouvoir qui s'effrite, un leadership qui se délite, et un pays livré à ses propres contradictions. Sa conclusion implicite est d'une brutalité rare, la France ne manque ni d'intelligence, ni d'énergie, ni de talent, elle manque d'honnêteté politique, de clarté stratégique et de courage démocratique. Et selon Bauer, c'est précisément ce qui fait défaut au macronisme.